Bonsoir tout le monde, je pense que tout le monde m'entend. Bienvenue pour ce second webinaire organisé par l'IPSP. Donc, on a eu le droit le mois passé à un webinaire sur le diabète et l'obésité et on va enchaîner ce soir sur le bien vieillir, donc sur les seniors avec Lilian. On fait une petite présentation très succincte et très rapide. Donc déjà, pour savoir qui est l'IPSP, c'est un organisme de formation qui est habilité pour le brevet professionnel d'activité de la forme sur Paris, plus exactement sur Massy, voire même sur Igny, donc Igny-Massy dans le 91. L'IPSP, on a une formation continue et puis une formation initiale, pardon, et des formations continues. Dans les formations continues, on met en place des thèmes spécifiques et notamment le CSAMAP. Et c'est tout l'intérêt de ce webinaire, c'est aussi montrer un petit peu les orientations qu'on peut mettre en place sur ce CS. Animation, maintien de l'autonomie de la personne. Donc, il faut savoir que ce CS, il faut être titulaire d'un BE ou d'un BP pour pouvoir l'obtenir. Et ce CS, on le met en place sur des sessions au sein de l'IPSP, une par an en tout cas, même s'il est inclus au sein aussi des BP. Mais pour les gens extérieurs titulaires d'un BP ou d'un BE, on met cette session sur l'année à partir des vacances scolaires d'avril, les vacances de juillet et puis les vacances de la Toussaint en novembre. Donc, sur l'ensemble de l'année, vous devez faire 100 heures de formation au sein de l'IPSP et 100 heures de formation en alternance. On a aussi certification de praticien massage, certification nutrition. J'en parle de cette certification-là parce qu'on la met en place à partir de février avec la team Anthony Bertou. Donc, on est plutôt chanceux de travailler avec Anthony pour ceux qui connaissent le personnage en nutrition. La formation initiale, c'est effectivement le BP qu'on met en place, activité de la forme, et on a inclus au sein du BP, c'est la particularité de l'IPSP, ce CSAMAP. Sur la formation du CSAMAP, donc c'est être titulaire, ce que je vous expliquais, d'un BE, d'un BP ou d'un DGEPS. Animation, maintien de l'autonomie de la personne. Donc, on est vraiment sur un public qu'on rencontre de plus en plus en centre de remise en forme et également avec beaucoup d'ouverture. Je pense aussi à la ville d'Angers avec des maisons de la santé. Donc, on a 4 modules qui ont été positionnés pour cette formation. Le module sédentarité, diabète, obésité, d'où l'intérêt du webinaire qu'on a pu avoir le premier de Jean-Baptiste. On a le module 2 senior, donc c'est l'intérêt de ce webinaire avec Lilian. Le module 3 qui est sur la réadaptation fonctionnelle et le module 4 sur des informations sur les maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est le contenu du CSAMAP. Et c'est délivré par la direction régionale jeunesse et sport. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'au sein de votre carte professionnelle où vous êtes éducateur sportif et on met en place le diplôme obtenu, eh bien, vous avez le CS qui sera aussi mentionné. Format de la formation, c'est 5 jours, 3 fois 5 jours, 5 jours, 3 jours et 2 jours pendant les vacances d'avril, c'est ce que je vous expliquais, avec essentiellement une formation en visio. 5 jours après en visio avec des études de cas et on termine avec 5 jours où là on sera en présentiel. Je vais vous présenter dorénavant Lilian, donc Lilian Bigouri, qui lui a une licence professionnelle santé, vieillissement et activité physique. Il intervient au sein de Wellness Training, il est responsable aussi d'une équipe au sein de Wellness Training. Il est intervenant évidemment à l'IPSP sur la matière de méthodologie de l'entraînement, intervenant sur le CSAMAP également, évidemment avec les seniors. C'est ce qui va nous présenter sur ce soir. Animateur en APA, activité physique adaptée, en EHPAD, sur des cours collectifs, sur des suivis individuels, programme aussi de prévention des chutes. Et il est salarié chez Wellness Training, qui est notre partenaire au sein de l'IPSP. Donc, Wellness Training, c'est une centaine de salles de remise en forme au sein des entreprises. On va éteindre les micros et puis on va laisser la parole à Lilian. Et puis on fera évidemment, le programme il est basé sur 30 minutes de présentation de la part de Lilian. Et puis ensuite, on fera un petit retour comme le même format qu'on a pu avoir déjà avec Jean-Baptiste sur le premier webinaire. Bonne écoute à tout le monde et puis à tout à l'heure. Vous pouvez évidemment poser vos questions sous forme de dialogue avec moi, n'hésitez pas.
sur toutes les questions, qu'on puisse après les sélectionner et avoir un petit échange à la fin des 30 minutes. À tout à l'heure. Eh bien, bonsoir à tous. Du coup, ce soir, je vais vous présenter du coup ce webinaire sur le thème des seniors, comment bien vieillir, du coup, qui intervient donc comme on vous a parlé du CSAMAP. Donc, pour ce webinaire, je vais avoir un plan de présentation qui va être en 5 parties. Donc, on va commencer par un petit peu de définition pour définir quelques termes qui me semblent importants à définir avant qu'on commence. Puis, on parlera des seniors dans le monde actuellement et du coup des différents chiffres qui s'en rapportent. On parlera ensuite des effets du vieillissement sur le corps, sur ses différentes fonctions corporelles et ses capacités physiques. L'impact que peut avoir l'activité physique sur ce vieillissement. Et enfin, on terminera par les recommandations d'activité physique et sportive pour les personnes âgées spécifiquement. Donc, commençons tout d'abord par les définitions. Du coup, on va commencer par définir le vieillir en bonne santé. Ces définitions elles sont tirées de l'OMS et du rapport mondial sur le vieillissement en santé. Vieillir en bonne santé, c'est défini comme un processus de développement et de maintien des capacités fonctionnelles qui permet aux personnes âgées d'accéder au bien-être. Il me semble important aussi de définir ce qu'est la santé. La santé, pour l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Du coup, ces définitions et ce rapport mondial de la santé, ils interviennent dans le fait que en octobre 2015, l'OMS a fait tout un rapport sur le vieillissement et la santé en vue, dans les prochaines années qui viendraient, d'améliorer tout ce système de santé. On a donc fait un grand rapport et il y avait un rapport en 5 points où le but était de favoriser, par exemple, le vieillir en bonne santé, d'adapter le système de soins aux personnes âgées, développer les systèmes de soins de longue durée, créer des environnements favorables pour les personnes âgées, mais également améliorer les dispositifs d'analyse et de compréhension du vieillissement. Parlons maintenant du coup plus spécifiquement des seniors et de ce que ça représente dans la population mondiale à l'heure actuelle. Donc entre 2015 et 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler. Elle passera de 12% à 22%. C'est un vieillissement qui est bien plus rapide que dans le passé à l'heure actuelle. Pour la première fois dans l'histoire, la plupart des gens auront une espérance de vie supérieure à 60 ans. Ce qui fait que des pays comme le Japon, qui sont déjà à plus de 30% de leur population, avec plus de 60 ans. Donc, un tiers de la population japonaise a déjà plus de 60 ans. Donc, tous ces chiffres se rapportent encore une fois sur le rapport mondial du vieillissement et de la santé qui permettait du coup de faire un point sur tout ça. Maintenant, j'aimerais vous montrer un petit peu du coup la proportion de la population âgée de plus de 60 ans par pays. Donc, du coup, c'est le schéma que vous voyez ici. Donc, les chiffres datent de 2015. Vous voyez que tous les pays qui sont plutôt en blanc sont les pays avec un faible pourcentage, donc de 0 à 9%. Les pays que vous voyez en rose, on commence à avoir un pourcentage un peu plus élevé. Vous voyez que notamment, par exemple, en Europe centrale, on est plutôt dans les 25 à 29%. Et comme précisé précédemment, vous voyez le Japon, qui est le seul pays à l'heure actuelle qui est dans les 30% et plus. Maintenant, voyons donc les projections donc pour 2050, actuellement, ce qu'on prévoit pour 2050. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Eh bien, on voit que de nombreux pays vont rejoindre le Japon, avec de plus en plus de pays qui vont se retrouver avec plus de 30% de leur population âgée de 60 ans et plus, notamment toute l'Europe centrale, le Canada, la Chine, le Chili, qui vont rejoindre le Japon et être dans ces pays qui vont avoir plus de 30% de leur population. Et de nombreux pays comme la Russie, le Brésil et les États-Unis, eux, seront entre 25 et 29%. Et on voit que principalement seule l'Afrique subsaharienne sera les pays qui auront encore un faible taux de personnes âgées de plus de 60 ans. Parlons maintenant un petit peu d'espérance de vie. Donc l'espérance de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur statistique. Cela donne la durée moyenne de vie à un âge donné. La plupart du temps, on donne donc l'espérance de vie à la naissance. Donc c'est la première colonne que vous voyez après les pays, que j'ai divisé en hommes et femmes.
Puis la deuxième colonne, vous voyez que c'est l'espérance de vie en bonne santé à la naissance. Du coup, c'est le même principe d'indicateur statistique, sauf que cette fois-ci, c'est l'espérance de vie qu'on peut avoir sans limitation irréversible ni incapacité. Pour les hommes en France, l'espérance de vie à la naissance est de 79,6 ans et l'espérance de vie en bonne santé est de 62,5 ans. Pour les femmes, on monte à 85,6 ans pour l'espérance de vie à la naissance et de 64,9 ans pour l'espérance de vie en bonne santé. On voit donc qu'il y a un écart de quasi 20 ans qui joue beaucoup sur la qualité de ces dernières années de vie. Parlons donc maintenant des effets du vieillissement. Le vieillissement agit donc sur différentes fonctions de l'organisme qui a tendance à les diminuer, qu'elles soient nerveuses, cardiaques ou pulmonaires. La diminution des capacités fonctionnelles de l'organisme est l'un des effets principaux du vieillissement. Par contre, il faut faire attention, car à âge égal, les altérations d'une fonction varient fortement d'un individu à l'autre. On parle alors de vieillissement interindividuel. C'est d'ailleurs personnellement ce qui m'a le plus choqué quand j'ai commencé à travailler en EHPAD, donc en maison de retraite médicalisée, c'est que l'âge ne voulait quasi plus rien dire. J'avais des personnes de 70 ans qui étaient dans des états vraiment très bas, donc avec très peu de fonctions gardées, un état quasi grabataire, des possibles syndromes de glissement. Et à côté de ça, j'avais des personnes de 90 ans, 95 ans qui étaient encore en pleine possession de leurs moyens et en pleine position physique. Je me rappelle notamment encore d'une petite dame qui avait 94 ans, qui était capable de, pour sa part, faire encore des squats, de se balader un petit peu partout, à droite, à gauche, mais que je voyais rarement aller dans les espaces communs de cette EHPAD. Et quand je lui demandais pourquoi elle ne venait pas dans ces espaces communs, eh bien, très souvent, elle me répondait que c'est parce que c'était rempli de vieux. Donc, pour elle, c'était les autres, les vieux. Tandis que, dans les faits, ils avaient bien entre 10 et 20 ans de moins qu'elle. Maintenant, passons sur les différents systèmes. Donc, commençons par l'appareil locomoteur. Donc, l'appareil locomoteur, il se caractérise par une fragilisation corporelle assez généralisée. Donc, on est sur une réduction de la masse musculaire, qu'on appelle sarcopénie, réduction de la densité minérale osseuse, qu'on appelle ostéopénie. Donc, c'est un phénomène qui est très marqué, qui est plutôt multifactoriel, donc hormonal, métabolique, nutritionnel, mais dont le manque d'activité physique et la sédentarité peut aggraver les états. C'est un phénomène qui est particulièrement marqué chez les femmes, notamment après la ménopause, dû à cette baisse d'oestrogène. Le risque principal de cet affaiblissement, ce sera le risque de traumatisme et notamment le risque de fracture qui peut amener à des problèmes bien plus graves pour le corps. Parlons maintenant des effets sur le système nerveux. Le système nerveux a plusieurs effets, que ce soit au niveau de la mémoire, du sommeil, de la soif. Mais moi, ce qui va m'intéresser plus particulièrement, ça va être les effets sur la posture, sur les réflexes, qui vont amener à plusieurs problèmes. Le problème numéro 1 qui en ressort, c'est le problème de chute. Il faut savoir que les chutes, c'est caractérisé actuellement par environ 2 millions de chutes chez les personnes de plus de 65 ans. Et on considère que 50% des personnes de plus de 85 ans vont chuter dans l'année qui va venir. C'est une peur qui est assez caractéristique des personnes âgées. On considère qu'un quart des personnes qui n'ont jamais chuté de leur vie ont peur de chuter, et cela monte à la moitié des personnes qui ont déjà chuté, cette peur de chuter. Le risque numéro 1, ça va être le risque de rechuter. La chute est un facteur de risque très aggravant pour les futures chutes. On considère que ça multiplie par 20 le risque de chute future. Les conséquences, dans 1/10 des cas, on a des conséquences qui sont des traumatismes qui, pour la moitié, sont des fractures qui peuvent être assez graves. Cela augmente aussi la mortalité des personnes de plus de 65 ans en la multipliant par 4. On a donc une mortalité qui est multipliée par 4 chez ces personnes de plus de 65 ans. Maintenant, si on parle des organes sensoriels. Donc, les organes sensoriels les plus touchés seront principalement la vue et l'audition. La vue avec la presbytie et la cataracte qui vont arriver plus ou moins tardivement et qui vont avoir pour conséquence plutôt cette perte de loisir avec cette gêne pour la lecture, cette gêne pour le fait de regarder la télévision, de regarder des images, etc. La perte de l'audition, elle,
peut avoir des conséquences encore plus dramatiques, car elle peut amener à un isolement social. Les gens se sentent comme dans une bulle, et donc du coup vont éviter les grands espaces avec beaucoup de monde et se replier sur eux-mêmes. On considère qu'une perte de 10 décibels d'audition augmente de 52% le risque d'isolement social. Le risque d'isolement social peut amener à tout ce qui va amener pour dépression ou autre. Ensuite, le système cardio-respiratoire. Le système cardio-respiratoire est amené par plusieurs problèmes qui vont venir aussi, donc comme une augmentation de la pression artérielle ou une réduction de la capacité ventilatoire. Cependant, ce ne doit pas être un frein à l'activité physique, car encore une fois, ce vieillissement n'est pas le même pour tout le monde et certaines personnes arrivent à garder de très bonnes capacités malgré leur âge. On a donc de bonnes personnes qui arrivent à quand même faire beaucoup de choses, notamment de la marche, de la course à des niveaux assez faibles ou des choses comme ça. Je me rappelle notamment avoir déjà eu du mal à suivre en marche à pied certaines femmes que j'accompagnais pendant que je travaillais dans des groupes. Ensuite, parlons un peu des maladies, car attention à ne pas confondre les maladies avec l'expression du vieillissement. Ainsi, la maladie d'Alzheimer est différente du vieillissement cérébral. Je prends par exemple souvent l'exemple de dire que oublier quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui a changé, qui a pris du poids, qui s'est laissé pousser la barbe, ou au contraire, qui s'est laissé couper la barbe, qui a perdu du poids, etc., qu'une personne âgée oublie cette personne, ce n'est pas inquiétant. Qu'on m'oublie alors qu'on ne m'a pas vu depuis longtemps, ce n'est pas embêtant. Qu'on ait des petits oublis dans la journée, qu'on ne se rappelle plus des choses non importantes, ce n'est pas inquiétant. Cela peut devenir plus embêtant quand ça devient de façon pathologique ou de façon très régulière. Je me rappelle d'une anecdote avec une dame qui a été atteinte d'Alzheimer et que j'allais voir très souvent et qui très souvent me parlait d'un jeune homme qu'elle avait vu la dernière fois et qui lui avait fait du sport. Donc du coup, là, on était vraiment dans quelque chose de pathologique, car c'était quelqu'un que j'allais voir très souvent dans la semaine, au moins 2 fois par semaine, et qui ne se souvenait pas toujours de nos séances et qui, quand elle s'en souvenait, ne se rappelait pas de moi. On n'était pas totalement dans une amnésie, mais plutôt dans une prosopagnosie qui l'empêchait de se rappeler de mon visage, qui est plutôt caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce schéma qui est toujours tiré de ce rapport mondial sur le vieillissement et la santé. Ce schéma raconte quoi? C'est le nombre d'années de vie en bonne santé perdues pour cause d'incapacité. Donc du coup, là, on voit les 10 problèmes de santé principaux qui font perdre des années de vie en bonne santé. Donc, vous voyez qu'on y retrouve la perte auditive, les problèmes dépressifs, les problèmes de chute dont on a parlé précédemment, les problèmes de diabète, si vous avez assisté au dernier webinaire avec Jean-Baptiste, donc qui sont principalement les diabètes de type 2, etc. Les différents schémas sont en fait parce qu'on a trié les gens en fonction de leurs revenus. Vous voyez donc en rouge les personnes avec des revenus très élevés, en bleu les personnes aux revenus élevés, les personnes intermédiaires supérieures en jaune, intermédiaires inférieures en bleu, et les personnes à faible revenu en rose. Sur ce même type de schéma, nous avons maintenant le même schéma, cette fois-ci avec le nombre d'années de vie perdues pour cause de mortalité. Donc du coup, là, c'est les 10 causes les plus probables de mortalité chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que c'est principalement des causes qui proviennent du système cardiovasculaire, donc avec des cardiomyopathies, des accidents vasculaires cérébraux, des pneumopathies, mais aussi vous avez le cancer qui est très présent et le diabète qui est de nouveau là et qui montre à quel point c'est une maladie qui est importante de travailler pour. Maintenant, voyons quel est l'impact de l'activité physique sur le vieillissement. À quoi va-t-on servir? À quoi va servir l'activité physique et pour le vieillissement? Donc l'activité physique agit sur quasi tous les effets qu'on a parlé tout à l'heure. On a sur le combat des problèmes locuteurs avec la diminution de la masse musculaire, la fragilisation osseuse, les problèmes de chute. On a aussi les problèmes nerveux, donc avec les fonctions cognitives qui sont préservées.
mais également cardiovasculaires et même les maladies avec la réduction du risque des maladies non transmissibles. J'aimerais aussi mettre le point précisément sur le risque de dépression et d'isolement social, qui me semble un combat très important à mener, car pour beaucoup de personnes, nous pouvons être le seul lien social qu'il leur reste, qui n'est pas du monde médical. Je me rappelle, par exemple, quand je travaillais en EHPAD, eh bien, pour certaines personnes, j'étais la seule personne qui n'avaient pas de blouse, qui venaient la voir dans la semaine. Et du coup, c'était quelque chose de très important pour eux que je vienne les voir sans blouse, uniquement en vêtements de ville. Cela leur permettait de se rapprocher encore une fois un peu plus à ce côté un petit peu traditionnel et urbain. Voyons donc maintenant 3 trajectoires hypothétiques de perte de capacité physique avec le temps. Donc du coup, vous voyez en abscisse l'âge des personnes et donc du coup l'âge où ça va aller et les capacités physiques qui sont en ordonnée. Donc la première trajectoire, c'est la trajectoire optimale, celle que l'on voudrait tous. La trajectoire de quelqu'un qui ne s'arrêterait jamais de faire de l'activité physique et qui continuerait tout le temps. On voit donc un déclin qui est lent et maîtrisé jusqu'à la mort et du coup une conservation des capacités physiques jusqu'à très tardivement dans l'âge. C'est donc vraiment une trajectoire optimale et qu'on aimerait tous avoir. Ensuite, vous voyez la trajectoire C, la trajectoire en rouge ici. Donc là, c'est vraiment typique de la catégorie des personnes plutôt sédentaires, des personnes qui vont chuter assez vite et perdre des capacités très vite avec l'avancée en âge et donc du coup avec la sédentarité, avec le manque d'activité physique, avec potentiellement aussi des problèmes de nutrition qui vont faire que ces capacités physiques vont chuter très rapidement. Mais vous voyez un pointillé, c'est une trajectoire alternative. À quoi elle correspond? Elle correspond au début d'une activité physique à ce point-là. Donc au début des pointillés, c'est le moment où la personne, même tardivement, commencerait une activité physique. Et donc on voit qu'elle conserverait quand même des capacités physiques bien supérieures à si elle n'avait jamais commencé. Il est donc important de promouvoir cette activité physique chez les personnes âgées, et ça à tout âge et à début d'âge. Ensuite, vous voyez la trajectoire hypothétique en jaune. À quoi est-ce qu'elle correspond? Elle correspond à une chute brutale des capacités physiques, un événement qui a amené à une chute brutale de ses capacités physiques. Tout à l'heure, je parlais de fragilisation, je parlais aussi de chute. L'une des causes les plus probables dans les fractures dues à des chutes, c'est les fractures du col du fémur. Du coup, on est typiquement dans ce type de cas, dans les fractures du col du fémur. Il faut savoir que les fractures du col de fémur, ça reste une fracture assez importante et qui est difficile à s'en remettre. Dans 50% des cas, donc dans la moitié des cas, cela va suivre le schéma que vous voyez ici. On va avoir du coup un regain un petit peu de capacité, mais quand même beaucoup moins. On va avoir des personnes qui vont se retrouver beaucoup plus diminuées par rapport au avant cet événement tragique. Donc du coup, ça représente environ 50% des personnes. Ensuite, vous avez la trajectoire la plus désespérante, celle qu'on veut le plus éviter à tout prix. Donc c'est celle qu'on appelle très souvent, donc, chez les personnes âgées, un syndrome de glissement. C'est la personne qui, par dépression, par isolement social, etc., n'arrivera plus à retrouver ses capacités et du coup verrait ses capacités chuter de façon très brutale jusqu'à la mort qui interviendrait bien en avance par rapport à ce qu'il faudrait. Chez les personnes qui ont une rupture du col du fémur ayant plus de 65 ans, on considère que 20% d'entre elles vont aller vers ce schéma-là. Et on considère que du coup, pour la grande majorité de ces 20%, on aura une mort dans l'année qui suit la fracture du col du fémur. La trajectoire que nous, on voudrait après une telle blessure, c'est les pointillés qui reviennent vers le haut. Là, du coup, ça nécessiterait du coup une bonne prise en charge, médicale, puis de rééducation avec un kiné, et enfin et de suivi sur le long terme, cette fois-ci avec un éducateur APA, avec un coach sportif ayant un CSAMAP, qui pourrait prendre en charge cette personne pour la remettre sur les rails de la trajectoire optimale et lui permettre de récupérer ses capacités d'avant l'événement, donc d'avant la blessure, pour pouvoir revenir sur des trajectoires plus optimales. Du coup, maintenant, quelles sont les recommandations
pour cette activité physique. Les recommandations, je les ai tirées de deux organismes principaux. Donc, tout d'abord, j'ai pris les recommandations très générales, que sont les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Mais vu que je voulais des recommandations beaucoup plus précises, j'ai été prendre aussi les recommandations de l'American College of Sport and Medicine, donc l'ACSM, qui est un grand institut qui donne de grandes recommandations pour le sport. À titre personnel, ma recommandation numéro 1 sur le sport, sur les personnes âgées, ce sera tout d'abord d'aller voir un médecin, donc d'avoir un avis médical précisant ce que le coach sportif pourra faire ou pas à la personne. Cela me semble important et cela me semble indispensable pour ça. Il est aussi très intéressant de faire passer des tests aux personnes âgées dont on commence à s'occuper. Et ces tests, il est très important qu'ils soient adaptés à une population de 60 ans et plus. Pour ma part, dans un aspect très personnel, j'ai tendance à utiliser les Senior Fitness Tests, donc les SFT, qu'on appelle très souvent, car ils ont tendance à faire tester plusieurs choses et quasi toutes les options que l'on veut tester dans le sport, mais également car il y a une grande littérature scientifique dessus, et donc du coup, on a des normes générales, on a des évaluations assez basées. Donc ces tests sont les suivants. Il y a d'abord des tests d'endurance, comme le test de 2 minutes sur place ou le test de marche de 6 minutes, qui va permettre du coup de tester toutes les capacités énergétiques. Ensuite, vous avez le test d'équilibre avec le test d'aller-retour en marchant. Donc ce test-là, c'est le test qu'on appelle le Step Up and Go, donc qui consiste à se lever d'une chaise, faire 2,5 mètres, se retourner et revenir s'asseoir. Ensuite, vous avez un test de force, un pour le haut du corps et un pour le bas du corps. Pour le haut du corps, on fait des tests de flexion de bras avec une haltère, du coup, de 2 kg pour les femmes, 3 kg pour les hommes. Et pour le bas du corps, on fait un test de assis debout, donc des espèces de box squat, mais sur une chaise. Enfin, la dernière chose testée, c'est la souplesse, où là aussi, on va tester haut et bas du corps. On va tester tout d'abord le haut du corps avec le scratching test, où on va venir voir si les personnes sont capables de venir ramener leurs mains dans leur dos et à quelle distance elles sont capables de les ramener. Et enfin, la souplesse du tronc, où on va demander aux personnes de venir se pencher et attraper leurs pieds. Il peut être intéressant aussi de venir tester le poids, les mesures et le taux de gras des personnes avec qui on vient travailler. Pour les recommandations de l'OMS, l'OMS fait des recommandations en endurance et en musculation. En endurance, on est pour les activités de faible, modéré, de 150 minutes à 300 minutes d'activité physique par semaine. Pour les intensités un peu plus modérées ou soutenues, on parle de 75 à 150 minutes d'activité par semaine. Du coup, depuis tout à l'heure, je vous parle d'activité physique. Qu'est-ce que l'activité physique? Selon l'OMS, c'est tout mouvement qui, produit par les muscles squelettiques, est responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. Donc, quand on parle de 150 minutes à 300 minutes par semaine d'intensité faible à modérée, eh bien, cela comprend tout à fait également ce qui va être le ménage, le jardinage, le fait de marcher, le fait d'aller faire ses courses. C'est de l'activité physique que l'on fait comprendre dans ces 150 minutes à 300 minutes d'endurance par semaine pour les personnes âgées. Pour ce qui est du renforcement, les recommandations seraient de faire au moins 2 séances ou plus dans la semaine avec des exercices qui permettraient de faire travailler tous les principaux groupes musculaires du corps. Ensuite, l'OMS précise qu'il y a également des aménagements à faire, donc notamment pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes dont l'état de santé ne leur permet pas de faire les recommandations. Eh bien, il faut quand même qu'elles fassent un maximum de recommandations, un maximum d'activité physique par jour. Pour les personnes ayant des problèmes de mobilité, on recommande plus précisément donc un travail pour prévenir les chutes, car encore une fois, c'est un gros problème de population et qui touche énormément la population des personnes âgées. Donc, si je reprends les recommandations d'endurance, mais cette fois-ci, je vais me baser beaucoup plus sur l'American College of Sport and Medicine. Du coup, pour l'endurance, on voit qu'on est à entre 5 et 7 séances par semaine, donc quasi tous les jours, on fait un peu d'activité physique, donc de 30 à 60 minutes, sur des intensités en RPE contenues entre 5 et 6. Alors, qu'est-ce que le RPE? Le RPE, c'est une modification de l'échelle de Borg, donc c'est une
une échelle quantitative de perception de l'effort. C'est une échelle qui va de 0 à 10, 0 étant que quand on ne fait aucun effort et 10 étant un effort maximal. Du coup, c'est juste une recherche vraiment personnelle de la quantification de l'effort. Je trouve ça dur personnellement ou pas. Pour ce qui est des intensités un peu plus élevées, donc là, les recommandations sont de 3 à 4 fois par semaine, des séances qui seront beaucoup plus courtes, de 20 à 30 minutes, mais par contre sur des intensités un peu plus hautes, donc de 7 à 8 sur l'échelle de RPE qui va toujours de 0 à 10. Donc, qu'est-ce que cela représente dans les faits? Dans les faits, pour les 5 à 7 fois par semaine, cela peut représenter tout simplement de la marche, de la promenade, donc soit seul, soit à plusieurs. On peut organiser aussi, à l'aide des mairies, à l'aide de plein d'organismes, des associations ou autres, de la marche à plusieurs, soit de façon totalement normale, soit de façon un peu plus ludique, comme par exemple des randos photos ou autres. Pour ce qui est de l'intensité un peu plus élevée, là, du coup, cela pourra se faire soit avec des machines, soit même toujours avec de la marche, mais sur des terrains peut-être un peu plus vallonnés. Et du coup, ce n'est pas forcé que ça soit une intensité qui soit toujours la même. On peut totalement travailler sur de l'intervalle, même avec des personnes âgées, et donc du coup, avec des moments à 10 et des moments à 4 ou 5. Et du coup, la résultante en fera que l'intensité générale de la séance sera plutôt comprise entre 7 et 8. Pour ce qui est de la musculation et du coup du renforcement, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est principalement la sédentarité qui est la cause principale de la perte de musculature et du coup de la fonte de musculature, mais aussi des problèmes qui peuvent intervenir pour les os. Du coup, les recommandations de musculation sont à peu près les mêmes que l'on ferait pour quelqu'un qui voudrait prendre de la masse musculaire, et ça à tout âge de sa vie. Donc, on est entre 8 et 10 exercices, 1 à 3 séries, 8 à 12 reps, et une intensité comprise entre 50 à 80% des capacités maximales de la personne. Les séances durent entre 20 et 60 minutes. Du coup, ce qui change, ce n'est pas tant le schéma, la façon de travailler, mais plutôt les adaptations que nous, on fera. Quand on a des personnes qui peuvent être sa hanche droite, elle a une prothèse, elle a eu un remplacement de valve aortique et un cancer du sein. Et du coup, avec cette dame-là, eh bien, je suis obligé de m'adapter et du coup d'adapter tous les exercices que je vais lui proposer. Et l'adaptation se fait aussi sur les surcharges, du coup, avec une recherche de surcharge uniquement en complexifiant les exercices demandés. Par exemple, on peut commencer pour une personne travaillant contre les chutes à demander de relever uniquement depuis une chaise, puis demander des relevés sur un tabouret ou un objet encore un peu plus bas, puis demander des relevés du sol mais à l'aide d'objets, et enfin demander des relevés du sol sans aide et sans objet. Enfin, les dernières recommandations que l'on peut tirer de la CSM, c'est les recommandations de souplesse. Donc pour la souplesse, on est sur des recommandations donc à peu près de même ordre que pour la musculation, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes recommandations que pour la population générale, de séances plus par semaine, plutôt une recherche d'inconfort, plutôt doux, 30 à 60 secondes par exercice, toujours dans des mouvements un peu doux et statiques. Le but étant de rechercher un petit peu de fonctionnalité des fois, car on peut perdre certaines fonctionnalités à cause de cette perte de souplesse. Je me rappelle pour ma part d'une dame avec qui je travaillais et qui était assez coquette. Elle adorait mettre toujours des vêtements qui étaient bien assortis, donc avec des pantalons et des hauts toujours bien assortis. Mais elle était très triste quand j'ai commencé à travailler avec elle, car elle n'était plus capable de mettre des chaussures, car elle n'avait plus la souplesse pour pouvoir toucher ses pieds. Du coup, on a travaillé ensemble pendant 1 an et au bout de cette année, eh bien, elle était capable de nouveau de toucher ses pieds. Et ça a été pour elle une vraie libération. D'ailleurs, le jour où elle en a été capable, c'est comme ça qu'elle m'a accueilli. Elle m'a accueilli, m'ouvert la porte comme d'habitude, sauf que là, tout de suite, elle m'a emmené vers ses chaussures pour me montrer à quel point ses chaussures étaient accordées au reste de sa tenue et qu'elle était toute heureuse, toute contente. Elle m'a remercié encore et encore de lui avoir permis de faire ça sur le long terme. Même si sur le moment, elle ne comprenait pas pourquoi je m'acharnais autant à faire ça, car elle n'imaginait pas pouvoir regagner un jour cette souplesse-là. Du coup, j'arrive à la fin de ma présentation.
Donc, je vais vous conseiller quelques livres. Donc, notamment, tout d'abord, je vous conseille le rapport mondial sur le vieillissement et la santé, donc d'où sont tirés tous les schémas que vous avez vus et les chiffres que vous avez vus aujourd'hui. En langue française, je vous conseille également le livre Ordonnance d'activité physique, qui est un livre du coup qui vous permet d'avoir des recommandations sur les différents problèmes que peuvent avoir les personnes dont vous allez vous occuper. Et le livre de Thierry Paillard, Vieillissement et conditions physiques, qui vous permettra d'avoir des références encore plus impressionnantes que ce que je vous ai donné sur les différentes baisses des conditions physiques dues au vieillissement, mais aussi sur l'apport du sport pour, pour cette condition physique. Si vous lisez l'anglais ou si vous êtes anglophone, je vous conseille aussi le gros livre de l'ACSM, donc qui est un livre qui permet de répertorier toutes les prescriptions pour le sport des différents types de populations, que ce soit en âge ou que ce soit en maladie ou pas. Et également le livre Senior Fitness Test Manual, qui est le livre qui détaille les tests dont je vous ai parlé précédemment, qui permettaient du coup de tester la population âgée et du coup qui est bien référencié et notamment qui a certaines normes, donc du coup qui pourra dès le départ, dès vos premières personnes avec qui vous venez vous occuper, vous dire si elles sont plutôt dans un bon ou un mauvais état suivant le test que vous lui faites faire. Merci pour votre attention et n'hésitez pas du coup si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, Lilian. Merci. Alors, il y a deux questions pour l'instant, quelques questions même. Hop, ça arrive. Bonsoir. L'arthrose, est-ce qu'elle est catégorisée comme une maladie de vieillissement? Et si c'est le cas, comment prévenir l'arthrose? Alors, l'arthrose en tant que telle, elle n'est pas forcément caractérisée comme une maladie du vieillissement. Il est vrai qu'elle survient le plus souvent chez des personnes âgées, mais uniquement parce que c'est plutôt une maladie d'usure du cartilage. Donc, du coup, elle est caractérisée par le fait de s'être trop servi et pas forcément bien servi de certaines articulations. Pour ce qui est de la prévention de cette arthrose, bah, ça sera principalement sur un travail du coup d'échauffement pour permettre de bien travailler sur un liquide synovial qui est bien fluide et qui permettra du coup de commencer l'activité avec des articulations bien, bien fluides et qui iront dans de bons sens. Autre question. Comment faire pour gérer les chutes dans une séance? Alors, pour gérer les chutes, je vais différencier déjà deux types de cas. Parce que soit on peut faire des programmes de chute en groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait très souvent. C'est quelque chose que moi, par exemple, j'avais très souvent monté dans des maisons de retraite ou des associations. Et là, du coup, ce qu'on fera, c'est principalement essayer de voir avec les médecins quand c'est en EHPAD ou les personnels soignants quand on est en EHPAD pour avoir des catégories de personnes qui sont aussi gérées ensemble. Et donc, du coup, on fera en sorte de toujours avoir des possibilités pour les gens de pouvoir s'asseoir, de pouvoir être en attente, etc. Pour les catégories de personnes étant beaucoup plus à risque de chute, ayant du mal à se déplacer dès le départ sans aide mécanique. Donc du coup, je ne parle pas simplement de ceux qui marchent avec une petite canne ou des choses comme ça, mais ceux qui vraiment ont du mal à se déplacer toutes seules, voire même sont pour certaines dans des fauteuils roulants. Là, il faudra de nous-mêmes être dans un système de parade avec les personnes et donc d'être tout le temps à l'affût pour être prêt à les réceptionner si jamais elles sont prêtes à chuter. Alors, une autre question, comment tu fais pour évaluer et gérer le niveau de fatigue des seniors? Alors, pour gérer le niveau de fatigue des seniors, je suis beaucoup par rapport à leur propre perception. Du coup, c'est-à-dire que j'essaie de souvent leur poser la question et je suis très à l'affût des premiers signes de fatigue. Du coup, j'essaie de toujours faire en sorte que mon activité physique se passe dans des endroits où je sais qu'on pourra faire des pauses. J'essaie de bien évaluer les personnes à risque ou pouvant potentiellement présenter des risques de fatigue un peu brutale et du coup qui d'un coup tomberaient. Et dans ce cas-là, si c'est vraiment des personnes que je ne peux pas gérer sur du trop long terme, eh bien, je préférerais faire plusieurs petites séances que des grosses séances. C'est pour ça que vous voyez, quand on avait fait les recommandations,
eh bien, les recommandations peuvent être très longues ou courtes dans les séances, notamment en musculation. On parle de séances qui vont de 20 à 60 minutes. Et donc, du coup, suivant l'état de fatigue des personnes, donc suivant si je vois qu'elle a du mal à récupérer son souffle, si je vois qu'elle a du mal à aller au bout des séries qu'elle devrait faire, etc., eh bien, je vais faire en sorte d'écourter mes séances en enlevant des séries ou en enlevant même possiblement des exercices qui me semblent moins fonctionnels et moins intéressants à travailler aujourd'hui. Autre question, alors une question à laquelle je pourrais peut-être répondre, mais c'est pas moi qui fais le webinaire. Est-ce que la présence de prothèses articulaires nécessite une adaptation particulière ou elle doit être traitée comme une articulation normale? Alors, tout va dépendre en fait en vrai de la prothèse articulaire. Parce que les prothèses articulaires, du coup, sont toutes plus ou moins différentes. La plupart du temps, on pense aux prothèses de hanche, qui sont celles qu'on retrouve le plus, et surtout sur les publics assez âgés. En grande majorité, on pourra traiter les personnes de façon assez normale sur une grande majorité de mouvements. Bien sûr, il faudra toujours faire attention, notamment dans l'amplitude de certains exercices en rotation ou en abduction, pour éviter tout problème qui pourrait être lié directement à cette prothèse. Juste si je peux me permettre d'ajouter à ta réponse, Lilian, j'ai une prothèse de hanche. C'est une voie antérieure. Donc, les voies antérieures, c'est un nouveau procédé avec des prothèses sur mesure qui sont Mhm. mis en place. Et tous les mouvements sont autorisés. Tous les mouvements. Donc, j'ai récupéré totalement ma fonction de hanche. Autre question, c'était juste une petite parenthèse. Autre question, sur le schéma. Alors, je ne sais pas si tu peux revenir sur le power, sur le schéma qui montre les points d'accident et le maintien de la bonne santé, de la capacité physique, tu sais, avec les lignes. Ouais. Est-ce qu'on sait en moyenne à quel âge interviennent les accidents qui induisent la courbe jaune? Donc, je crois qu'il y a effectivement elle décroît à un moment donné. Alors, oui, effectivement, donc la courbe jaune, c'est là où il y a le décroît un peu brutal. Malheureusement, en fait, il y a pas de règle absolue et il n'y a pas de. Donc, comme je le disais au début, donc sur les effets du vieillissement, le vieillissement, c'est vraiment quelque chose de interindividuel. Et donc, du coup, il n'y a pas d'âge moyen de survenue de ces accidents. Parce que, comme le nom l'indique, c'est vraiment des accidents. Et du coup, des fois, ça arrive très tôt dans la vie des personnes. Et du coup, on a une baisse des capacités fonctionnelles qui est très, très tôt et qui peut être d'autant plus mal vécu. Et à contrario, des fois, on a des baisses de capacité brutale comme ça, physique, qui interviennent assez tard dans la vie, juste parce que les personnes ont gardé pendant très très longtemps leur capacité physique. Alors après, il y a un retour, d'accord, donc cela pourrait intervenir bien avant 60 ans. Si c'est pour parler de la prothèse, je ne sais pas trop. Non, c'est pour parler de ce que tu es en train de mentionner là. Donc oui, je suppose que ça peut arriver Alors, effectivement avant 60 ans. oui, effectivement, ça peut arriver bien avant 60 ans. Le, le problème physique peut arriver bien avant 60 ans et il peut avoir des répercussions effectivement sur le vieillissement de la personne. Donc, Ainsi que la prothèse, c'était juste pour ainsi dire que j'ai pas encore 60 piges. notamment la prothèse, hein, qui peut faire être l'une des causes, mais après j'ai parlé de prothèse parce que je parlais des chutes juste avant, mais l'une des causes qu'on voit souvent, par exemple sur la baisse brutale comme ça des capacités physiques, j'ai parlé d'AVC. L'AVC, c'est aussi une des causes des pertes de capacité physique assez brutales, et ça peut arriver un peu à n'importe quel âge. Je sais que l'EHPAD dans lequel j'ai travaillé le plus longtemps, donc, qui était à Vigneux. La personne la plus jeune que j'avais dans cette EHPAD avait seulement 62 ans. Et en fait, c'est parce qu'elle s'était très très mal remise de son accident vasculaire cérébral et du coup qu'elle était vraiment dans une perte de capacité qui était très très brutale. Ok, il y a deux autres questions, et ça sera certainement les dernières. Intéressant d'ailleurs la question. Alors après, moi je me ferai un plaisir de répondre à ce genre de questions. Est-ce que vous avez intégré les nouvelles données, connaissances sur les fascias et le mouvement dans les prises en charge?
Alors effectivement, c'est quelque chose qui est très important. C'est très important de toute façon de toujours se tenir à jour, je pense, sur les dernières données qu'on va travailler. Et du coup, oui, le travail des fascias, c'est quelque chose qu'on prend énormément en compte. Et notamment, tout à l'heure, je parlais de souplesse. Sur le travail de la souplesse, le travail des fascias est quelque chose que, moi, en tout cas, personnellement, je prends énormément en compte, notamment en ayant beaucoup augmenté la fréquence des massages dans ma pratique. Donc, les liants, du coup, à mes séances de souplesse, et bien, maintenant, j'y lie aussi des séances aussi de massage, de trigger point ou autre. Autre question. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des seniors dans les cours qui ne font pas d'exercice finalement, qui ne sont pas forcément motivés pour faire des exercices dans la séance? Et si c'était le cas, comment tu pourrais alors, là, on est peut-être plus sur le côté motivation, hein, mais comment tu pourrais faire pour qu'il ait envie de participer, de bouger? Bah, ça, effectivement, c'est quelque chose qui arrive très souvent et surtout dans le côté un peu soit associatif, soit cours collectif en salle. Parce que là, du coup, on a souvent des groupes devant nous qui sont très, très hétérogènes. Et du coup, il peut être un peu difficile des fois de donner des exercices qui peuvent plaire à tout le monde. Car si on donne des exercices trop faciles, les gens étant en pleine possession de leurs moyens vont trouver ça trop, trop facile. Si on donne des exercices directement durs, il est possible effectivement qu'une partie de la population qu'on a face à nous se sente exclue. Et du coup, c'est quelque chose qui arrive très souvent pour les seniors, pour les personnes âgées, qui, quand on va les avoir en cours collectif, vont pas vouloir faire tel ou tel mouvement parce qu'elles le considèrent comme mauvais ou parce qu'elles n'aiment pas. Moi, je suis beaucoup dans le dialogue avec ces personnes-là et donc du coup, je vais essayer de leur expliquer l'intérêt de cet exercice, le pourquoi, ou potentiellement de proposer une adaptation aux capacités de cette personne. Très bien, encore une question. Est-ce que tu as travaillé qu'en EHPAD avec ce public ou est-ce que tu l'as aussi, est-ce que tu as travaillé ailleurs? Je crois que dans ta présentation, enfin quand je t'ai présenté, effectivement, il n'y a pas que EHPAD aussi, mais c'est la question. Alors effectivement, moi j'ai travaillé dans plusieurs types de structures. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi en EHPAD, donc dans 2 EHPAD différentes, parce que je trouvais ça intéressant et important pour bien acquérir des connaissances. Mais j'ai aussi travaillé dans des associations, donc dans des associations pour personnes âgées directement, donc avec des cours qui avaient des créneaux spécifiques pour les personnes âgées. Donc notamment l'association ADAL à Paris qui proposait par exemple ce qu'ils appelaient la démarche, donc où on prenait plusieurs personnes dans des maisons spécialisées, mais dans des maisons pour des personnes âgées, et on les emmenait juste marcher. J'ai aussi travaillé dans des centres de mairie, donc c'est-à-dire que j'ai travaillé notamment avec la mairie de ma ville pour organiser tout un projet sur la semaine bleue, donc la semaine qui est organisée pour les seniors. Donc en fait, une année, j'avais proposé à la mairie d'organiser plein d'activités physiques pour leur faire découvrir toutes les activités physiques que l'on peut proposer et qui peuvent être adaptées aux personnes âgées. Et aussi, je fais du suivi individuel sur certaines personnes, où du coup, là, je vais les voir directement à domicile, ou alors on sort avec ces personnes-là. Est-ce qu'il y avait un protocole au niveau de la récupération? au niveau de... vas-y, pose-la. Il est à côté de moi. Pose-la. Ah bon, bonsoir à tous. Ouais, on s'amuse avec les Bonsoir. téléphones. Est-ce qu'il y avait un protocole au niveau de la récupération entre deux exercices pour une personne de 80 ans ou de 90 ans? Est-ce qu'entre deux ateliers ou entre deux exercices, il fallait attendre une récupération totale ou se fier au ressenti du coach pour savoir si on pouvait reprendre un exercice ou demander à la personne? Attendre une récupération totale ou est-ce qu'on pouvait renchaîner à la foulée ou ça dépendait des personnes? En vrai, ça va du coup énormément dépendre des personnes. C'est vrai que la gestion de la récupération du coup dans la séance, donc que ce soit entre les séries, mais même aussi entre les exercices. Et du coup, la gestion de cette récupération, elle peut être plus ou moins complexe effectivement parce que à la fois on a envie d'y mettre beaucoup d'exercices, mais si on commence à attendre une récupération totale du corps entre chaque série, ça peut être compliqué du coup de faire durer la séance que 60 minutes. Du coup, de temps en temps, sinon, il y a des astuces.
moi, ce que j'utilise souvent, c'est de toujours bah, faire en fait mélanger un exercice qui est compliqué, notamment au niveau du souffle, au niveau de la récupération, et de le lier en fait en superset avec un exercice qui est plus facile. Donc, du coup, l'exercice facile me permettra aussi d'augmenter son temps de récupération avant qu'elle reprenne l'exercice qui est compliqué pour sa récupération. D'accord. Oui, oui, c'est des combines, ok. Merci beaucoup. Ok, merci. Ben, merci d'avoir retranscrit ça parce que je suis en direct live. Désolé, Merci. désolé. Merci. Mais moi, est-ce que c'est possible de poser une question? Oui, oui, on y va, ça sera l'avant-dernière. Merci. J'avais entendu parler tout ce qui était cognitif, posture et tout ça. Donc, je pense que Jackie va voir où je vais en venir. Qu'est-ce que vous pensez de la proprioception, mais vraiment du travail de proprioception, tout ce qui est émotionnel et dans la situation où on est actuellement, qui sont des choses hyper importantes, parce que la proprioception, on le connaît, mais tout ce qui impacte émotionnel, tout ce qui est… Donc, effectivement, la proprioception, c'est quelque chose de très important. J'ai parlé notamment pas mal dans cette présentation des risques de chute. Et du coup, dans le travail pour le risque de chute, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément. Donc, que ce soit de la proprioception du coup dure sur des surfaces instables ou des choses comme ça, ou même de la proprioception qui peut être plus fine. Notamment, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec les personnes qui ont des problèmes de marche ou des risques de chute, donc de la peur de chuter, sur de la double tâche. Donc, par exemple, je les fais marcher en leur faisant faire quelque chose. Par exemple, un exercice avec leurs doigts, un exercice avec leurs mains, pour les occuper à autre chose et voir si cela altère ou pas leur tâche. Pour ce qui est des résultats un peu émotionnels et du coup de la période qu'on vit, effectivement, ça c'est quelque chose qui impacte énormément, notamment, j'en ai aussi parlé dans la présentation, sur tout ce qui est risque d'isolement social. Donc l'isolement social, c'est vraiment quelque chose qui arrive beaucoup aux personnes âgées notamment. Et d'autant plus si ces personnes âgées sont fragilisées ou fragiles et donc du coup ont une perte de capacité fonctionnelle. Et du coup, donc effectivement, toutes les personnes qui ont déjà chuté, qui ont des peurs de chuter, etc., peuvent avoir cette peur et du coup ce problème avec cette chute. Et dans ce cas-là, c'est là qui est important la présence potentielle d'un coach sportif avec le CSAMAP ou d'un professeur d'APA. Et du coup, l'avantage, c'est que, par exemple, pendant le deuxième confinement, c'était quelque chose que l'on pouvait continuer de faire. Moi, je continuais, par exemple, d'aller coacher à domicile des personnes qui avaient des problèmes de marche. Et ça, même pendant le deuxième confinement, parce que c'était quelque chose qui était totalement autorisé pour nous, coach APA ou CSAMA. Ok, merci pour ton retour, Lilian. Une dernière question, et puis on arrivera après sur l'heure. Est-ce que tu travailles des fois avec la musique pour stimuler les personnes âgées? Alors oui, ça va beaucoup des personnes parce que pour moi, du coup, le travail avec la musique, il va énormément être présent pour les personnes pour qui c'est quelque chose d'important. Donc très souvent, lors du premier entretien que je fais avec les personnes, j'essaye aussi de déterminer qu'est-ce qui est plus ou moins important pour les personnes que j'ai en face. Donc, du coup, quand la musique est une part prépondérante, eh bien, j'utilise énormément la musique. Quand c'est plutôt le travail manuel, eh bien, du coup, je vais aussi travailler beaucoup sur le travail manuel, notamment sur le travail uniquement des doigts, sur le travail uniquement des petits objets, etc. Donc, voilà, je travaille énormément sur la stimulation, mais surtout sur la stimulation pour la personne et vraiment adaptée envers cette personne. Très bien, parfait, Lilian. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Merci pour ce webinaire. Merci à tous les participants pour le webinaire. Vous étiez encore nombreux et c'est très plaisant. Si vous avez effectivement une envie de passer CSAMAP, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Et de toute façon, on vous enverra un petit peu la communication sur le CS.
Sachez que sur Paris, on est le seul organisme pour l'instant à proposer ce CSAMAP, animation, maintien de l'autonomie de la personne, et qui est reconnu, et c'est effectivement un des seuls diplômes reconnus par le ministère Jeunesse et Sport. Donc, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous êtes intéressé. On vous enverra effectivement la communication. Je pense que le webinaire, il y en aura un autre aussi, donc vous serez informé, qui sera certainement en rapport peut-être avec la réathlétisation, avec l'anatomie. Je me ferai un plaisir de le dispenser. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci Lilian encore. Merci Jean-Baptiste également pour ce premier webinaire. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Vous pourrez revoir ce webinaire. On l'a enregistré, donc comme on a fait la fois dernière, vous pourrez avoir accès à l'enregistrement. Merci à tous. Bonne soirée.